Après le drame, c'est l'heure du procès de l'assassin présumé d'Agnès Lassalle. Cette professeure d'espagnol avait été tuée en plein cours par un élève en 2023 à Saint-Jean-de-Luz. Le procès du jeune homme s'ouvre donc aujourd'hui devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Je vous propose d'écouter ce qu'en attend l'avocat de l'ancien compagnon d'Agnès Lassalle, Stéphane Voirin. Écoutez. Aussi fut-il que le mobile soit, il existe pour nous. Peut-être un regard de travers de la part d'une prof, des résultats insuffisants, une frustration par rapport à l'élève qu'il aurait aimé être et qui n'était pas dans cette matière alors qu'il excellait dans certaines autres. La futilité du motif n'entraîne pas une abolition du discernement. Il y a une explication et c'est une explication pour nous qui est suffisante pour entrer en voie de condamnation. Et vous l'avez compris, au cœur du procès, la personnalité de ce jeune homme de 16 ans à l'époque des faits. On en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Maître Florence Roise, vous êtes avocate spécialisée notamment dans la justice des mineurs, dans le droit pénal des mineurs. Noémie Schulz nous a rejoint. Bonjour Noémie. Bonjour Flore. Spécialiste des questions de police et de justice pour France Info. Et puis Maxime Repère est avec nous à distance. Bonjour à vous. Vous êtes le vice-président du syndicat du SNALC, du syndicat national des lycéens. On va vous entendre évidemment sur l'impact aussi qu'a eu cette affaire, surtout le corps enseignant, et pour cause. C'était donc en 2023. Noémie, on se souvient de cet assassinat avec cette fois donc 4 jours de procès. Et au cœur de ce procès, on vient de l'entendre, la personnalité de ce jeune homme de 16 ans à l'époque des faits. Absolument, avec cette question d'une possible altération du discernement. On parle d'un jeune homme âgé de 16 ans qui était très bon élève et qui, au moment des faits ou juste après, quand il a été arrêté, a expliqué qu'il avait entendu des voix et que c'était la raison pour laquelle il s'en était pris à son enseignante. Pour autant, ce jeune homme, on a estimé qu'il était apte à être jugé. Il est renvoyé devant une cour d'assises des mineur, puisque, encore une fois, en raison de son âge, il ne peut pas être jugé comme un adulte. Je pense qu'on y reviendra. Oui. Mais il y a eu, au cours de l'enquête, pendant les mois qu'ont duré la phase d'instruction, plusieurs expertises qui sont d'abord venues dire qu'il était en pleine possession de ses moyens psychiques. Et puis ensuite, une première contre-expertise qui est venue parler d'une possible altération du discernement. Alors, l'altération du discernement, ça n'exclut pas que vous soyez jugé et condamné, mais ça peut entraîner une diminution de la peine. Et puis, une dernière expertise, la dernière, est venue parler d'une abolition de son discernement. Et là, c'est vrai que ça soulève un point très important, parce qu'en France, on ne juge pas, et a fortiori, on ne condamne pas une personne dont on estime qu'au moment de son passage à l'acte, elle n'était pas en pleine possession de ses moyens. Donc évidemment, tous ces points-là vont être débattus lors de ce procès. On imagine que l'avocat de ce jeune homme va aller dans le sens peut-être de l'abolition, puisque c'est comme ça qu'il peut espérer un acquittement pour son client. Et à l'inverse, on a entendu à l'instant l'avocat du compagnon d'Agnès Lassalle qui dit c'était des motifs sans doute complètement futiles, mais ça ne veut pas dire pour autant que le discernement était altéré ou aboli. C'est vraiment ce qui va se jouer, Maître Florence Roise, quand vous entendez effectivement la réaction de l'avocat Stéphane Voirin? Oui, enfin, il y a 2 choses qui vont se jouer. Il y a effectivement l'état mental de l'accusé au moment de la commission de l'infraction et du passage à l'acte. Est-ce qu'il y avait altération, est-ce qu'il y avait abolition, ou est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens? Et la deuxième question qui peut intervenir là-dessus, c'est la question de l'excuse de minorité. Parce que comme il avait 16 ans au moment des faits, la cour d'assises peut écarter l'excuse de minorité. Je rappelle qu'un mineur qui est jugé bénéficie d'une excuse de minorité. Alors quand il a moins de 16 ans, c'est automatique, c'est-à-dire qu'en fait, la peine est divisée par 2. Et quand il a 16 ans et plus, eh bien, la juridiction qui le juge peut écarter l'excuse de minorité, à condition, bien sûr, de motiver cette excuse. Ouais. Donc, si vous voulez, même s'il n'y a pas altération, abolition du discernement, il peut y avoir aussi cet enjeu, et ça peut rentrer en ligne de compte pour éviter que l'excuse de minorité soit écartée, compte tenu de la gravité des faits. Et c'est peut-être le moment de préciser que ces 4 jours de procès, Noémie, se tiennent à huis clos, au grand regret du compagnon d'Agnès Lassalle, Stéphane Voirin, qui aurait aimé, évidemment, que ce fait de société, finalement, ait plus d'écho avec un procès ouvert. Oui, d'autant plus que, effectivement, ces questions autour de l'altération, l'abolition, on comprend qu'il aurait aimé que ça se déroule
déroule publiquement. Alors pourquoi ce procès est à huis clos ? Eh bien parce que l'auteur, l'accusé, était mineur au moment des faits. Il a 19 ans aujourd'hui, mais il avait 16 ans au moment des faits. Et dans ces cas-là, le huis clos est de droit. On ne peut pas demander la levée du huis clos quand la personne mise en cause est mineure. On se souvient bien sûr du procès des hommes accusés d'avoir et condamnés pour les viols sur Gisèle Pelicot. Si Gisèle Pelicot avait souhaité que le procès se déroule à huis clos, en tant que victime, en tant que plaignante, elle aurait pu obtenir le huis clos, mais elle avait souhaité que ce procès soit public. Là, même si vous avez une partie civile à travers les proches d'Agnès Lassalle qui aurait aimé la publicité des débats, c'est-à-dire le fait que du public puisse être dans la salle d'audience et les journalistes, même s'il y a ce souhait du côté de la partie civile, eh bien, en raison de l'âge de l'accusé, ce procès se déroulera à huis clos, rien ne peut changer. On ne donne pas d'ailleurs le nom de ce jeune homme, ni son nom, ni son prénom. Ça fait partie des choses que la loi prévoit pour protéger effectivement ces accusés aussi, parce qu'ils sont très jeunes, parce qu'un jour ils sortiront de prison, donc on préserve effectivement leur anonymat. On se souvient de cette image, c'est pas de danse, de Stéphane Voirin, le compagnon d'Agnès Lassalle, il y a donc 3 ans maintenant, sur le parvis de l'église Sainte-Eugénie de Biarritz. Il dansait autour du cercueil de sa compagne. Ils avaient ému la France entière. Je vous propose d'écouter son témoignage il y a quelques jours, recueilli par nos confrères Manon Boucaud et Laurence Naon. Quelques pas de danse esquissés devant le cercueil de la femme qu'il aimait. Agnès Lassalle, professeure d'espagnol poignardée en plein cours par un élève. Ce jour-là, Stéphane Voirin émeut toute la France. Un hommage personnel qu'il se remémore aujourd'hui. C'est le meilleur message d'amour que je pouvais donner à Agnès. On avait décidé de se marier 6 jours avant. Qu'est-ce que je pouvais faire ? La cour d'assises des mineurs jugera l'auteur présumé de l'assassinat de sa compagne. 22 février 2023. Agnès Lassalle entame sa 2e heure de cours dans ce lycée privé de Saint-Jean-de-Luz, quand un élève de 16 ans se lève et lui assène un coup de couteau mortel. Pour affronter le procès, Stéphane Voirin compte porter chaque jour ce t-shirt, sur lequel s'affiche le visage de sa compagne. L'homme en quête de vérité a relu des dizaines de fois le dossier d'instruction. J'espère seulement voir le prévenu, afin que, pour une fois, il fasse face à ses responsabilités. La reconnaissance d'un geste, au moins, la reconnaissance de ce geste horrible. La justice va devoir essayer de comprendre l'acte de l'adolescent. Sa santé mentale sera au cœur des débats. Depuis les faits, Stéphane Voirin n'a reçu aucune lettre du suspect ou de sa famille, l'empêchant d'envisager de pardonner. Le pardon, elle est au bout d'une longue route tortueuse et difficile, sur lequel, pour l'instant, ils ne se sont même pas engagés. Donc le pardon, ce n'est pas l'objet du procès. Le procès, c'est faire vraiment justice. Après le procès, il se l'est juré. Il veut profiter de la vie et en profiter pour 2. Maxime Repère, vous êtes toujours avec nous. C'est vrai que ce n'était pas un fait divers, finalement, que ce meurtre d'Agnès Lassalle. C'est plutôt un fait de société. On l'a vu à quel point ces agressions se multiplient. Ça aurait été l'occasion, ce procès, s'il avait pu être ouvert à tous, de remettre ce sujet de la violence des mineurs dans les établissements scolaires, de remettre un coup de projecteur sur ce sujet ? Oui, parce que, si vous voulez, ce n'est pas simplement un procès attendu par un homme meurtri ou par une famille endeuillée, et toutes mes pensées justement à Stéphane et à la famille d'Agnès. C'est un procès en fait qui concerne toute une profession, qui concerne toute la société, parce que le meurtre d'Agnès Lassalle, ce n'est pas un fait divers. Et d'ailleurs, quand on parle de la violence en milieu scolaire, il faut arrêter de parler de faits divers. C'est devenu aujourd'hui, cette violence, un fait de société, et il faut faire face à cette violence et il faut y mettre un terme. Malheureusement, depuis 3 ans, malheureusement depuis ce décès, il y en a eu d'autres, et il y a encore aujourd'hui, chaque jour ou presque, des collègues qui sont agressés par des élèves ou par des parents, et il faut y mettre un terme.
Aujourd'hui, le personnel de Saint-Thomas d'Aquin, dans l'établissement dans lequel enseigne Agnès Lassalle, porte un ruban vert contre les violences justement de ces jeunes dans les établissements scolaires. C'est toute une corporation, on vient de l'entendre, qui est en deuil. Édouard Geffray, votre ministre, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé pour dire à quel point il s'attaquait à ce problème de la violence dans les établissements. Écoutez. Plus que jamais, la communauté éducative est unie. Vous savez, je le dis souvent, mais l'éducation nationale, c'est comme un corps. Et si vous touchez une partie, vous avez tout le corps qui réagit. Et je leur dis aussi, évidemment, qu'on se bat collectivement pour faire reculer la violence. Vous savez qu'on fait énormément de contrôles aux abords des établissements pour détecter les armes blanches. On en a fait 20 500 en un an, quand même. On a retrouvé pas loin de 1000 armes blanches, un peu moins 800. 20 500 contrôles en un an, Maxime Repère, avec près de 1000 armes blanches retrouvées. Est-ce que ça vous étonne? Qu'est-ce que ça vous inspire de voir à quel point, effectivement, des agressions seraient possibles, j'ai envie de dire, presque régulièrement quand on voit l'ampleur du phénomène? Ce n'est pas une surprise, hein. Ça fait des années que le SNALC, le syndicat que je représente, alerte sur justement cette banalisation de la violence en milieu scolaire. Et vous savez, j'entends notre ministre parler de contrôle, dire que voilà, le corps enseignant est un corps uni. On est surtout unis dans la douleur. Parce que le problème, c'est que depuis 3 ans, j'ai envie de vous dire, rien n'est fait pour éradiquer ce problème de la violence en milieu scolaire. Parce que le problème, ce n'est pas le couteau. Le problème, c'est le comportement de celui qui tient le couteau. Et il faut que notre ministre, il faut que les politiques puissent nous donner les moyens de faire sereinement notre métier. Au lieu de ça, on continue de supprimer des postes. Sur la question de la santé mentale, il y a un no man's land, alors que ça fait la 2e année que la santé mentale est la grande cause nationale. Ouais. On manque de médecins, on manque de personnel et les portiques ne résoudront pas le problème. Alors, on va en reparler avec vous dans un instant, mais c'est vrai, puisque vous parlez de la santé mentale, que c'est au cœur justement de ce procès dont on a parlé il y a quelques minutes pour cette question du discernement ou pas de l'abolition ou pas, pardon, de son discernement. Oui, et puis de la prise en charge du mal-être, puisque ce jeune homme qui avait donc 16 ans souffrait de harcèlement de la part de certains camarades de son établissement, avait un état dépressif. Il avait fait une tentative de suicide quelques mois auparavant. Il était très anxieux. C'est d'ailleurs en raison de ces faits-là qu'une des expertises conclut à une légère altération du discernement par son vécu de harcèlement scolaire, son état dépressif et son anxiété chronique. Donc effectivement, est-ce que tout cela avait été bien pris en charge, bien observé aussi par l'entourage, par le cadre scolaire? Ce sont bien sûr des questions qui peuvent se poser. Maître, effectivement, la question de la santé mentale va intéresser tous ceux qui sont dans cette salle d'audience. En l'occurrence, est-ce que ça peut changer la peine? Qu'est-ce qu'il peut encourir, ce jeune, aujourd'hui? Alors, s'il y a altération, comme le disait Noémie, la peine peut être moindre. S'il y a abolition, il sort de la chaîne pénale et il n'est pas condamné, puisqu'il est considéré irresponsable sur le plan pénal. Bon, mais ça, ce sont des hypothèses. Après, ce n'est pas parce qu'il y a des troubles de la personnalité qu'il y a forcément altération ou abolition. Voilà. Il peut y avoir des troubles de la personnalité, effectivement un état dépressif au moment de la commission des faits. Je pense que de toute façon, les conseils de la partie civile vont probablement s'orienter dans cette voie. C'est-à-dire, effectivement, il y avait peut-être troubles de la personnalité, il y avait peut-être des difficultés du type état dépressif, eu égard à un contexte, etc. Mais ce n'est pas pour autant que ça engendre une altération, voire une abolition du discernement, qui est quelque chose déterminé par les experts, qui sont manifestement pas d'accord, parce que sinon on aurait été vers la chambre d'instruction et il n'aurait même pas été renvoyé devant la cour d'assises. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai débat qui va se jouer aussi sur cette question-là. Et on continue d'en parler. Merci à vous, Noémie Schulz, d'être venue sur France Info pour nous faire part de votre expertise sur le sujet. On va retrouver Valentine Arama à Pau qui suit ce procès pour France Info. Valentine, on imagine effectivement que ces experts continuent de débattre devant la cour de l'état psychologique de cette ancienne élève d'Agnès Lassalle. Oui, bien sûr, c'est ce qui est prévu pendant ces 4 jours d'audience. Tous les experts qui ont rendu des rapports
pendant les années d'instruction, eh bien, vont défiler à la barre pour faire part de leur compte-rendu, de ce qu'ils ont pu noter au terme des rencontres avec ce jeune accusé. Il y a d'abord l'expert qui l'a vu pendant sa garde à vue, puis un autre qui l'a vu au moment de son incarcération. Ensuite, il y a même un collège d'experts psychiatres accompagné d'un expert en pharmacie qui a expertisé cet accusé. Pourquoi un expert en pharmacie ? Eh bien parce que Noémie Schulz l'a rappelé, cet accusé, ce jeune homme, il souffrait d'une forte dépression, il avait pour cela un traitement et cet expert en pharmacie s'est posé la question de ce traitement. Est-ce qu'il a pu causer par exemple des hallucinations parce que cet élève a dit qu'il avait entendu des voix au moment de son passage à l'acte. C'est ce collège d'experts qui a conclu à une légère altération du discernement avant un 4e expert psychiatre qui avait lui conclu à l'abolition du discernement. Donc toutes ces personnes, tous ces experts, ces médecins psychiatres vont venir à la barre pour faire part de leur compte-rendu à la cour et aux jurés parce qu'un procès d'assises, c'est une procédure orale, on reprend tout à zéro, on donne tous les éléments pour que les jurés puissent ensuite prendre leurs décisions, rendre leur verdict en âme et conscience. Merci beaucoup Valentine Arama pour vos précisions depuis donc Pau. En l'occurrence, Maxime Reppert, on entendait pour élargir sur ce sujet de la violence dans les établissements, on entendait votre ministre dire qu'il prenait en charge avec ses contrôles, en l'occurrence 20 000 contrôles en un an. Depuis 2020, il y a eu au moins 5 agressions mortelles, alors 2 agressions terroristes, Samuel Paty, Dominique Bernard, on s'en souvient. Il n'y a pas de statistiques globales, mais majoritairement, ces agressions sont le fait d'élèves, des élèves contre des élèves ou des élèves contre les professeurs. C'est ce que vous constatez ? Oui, effectivement. Je rappelle d'ailleurs qu'en juin dernier, dans une école du Loir-et-Cher, on avait retrouvé dans le casier d'un écolier de 8 ans 3 couteaux et cet écolier avait dit à ses camarades vouloir tuer sa maîtresse de CE2. Donc, vous voyez, on en est quand même là. Maintenant, j'aimerais simplement dire une chose sur votre antenne, c'est que ce procès, c'est aussi le temps des responsabilités. C'est-à-dire que nous, au niveau du SNALC, nous ne sommes pas médecins, certes, mais nous souhaitons alerter sur la politique de l'excuse qui règne depuis trop longtemps au sein de notre institution. Ça, c'est le premier point. Et si jamais il devait y avoir effectivement la question de la santé mentale avec une altération, voire l'abolition, eh bien, il faut quand même aussi s'interroger sur la responsabilité de l'institution, cette institution qui ne prévient pas les professeurs de la dangerosité de certains élèves, que ce soit pour des questions d'ordre psychiatrique ou pour d'autres éléments. Je rappelle quand même qu'on a en France 1000 mineurs qui sont fichés S et pour lesquels d'ailleurs les enseignants sont totalement dans l'ignorance. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire on prend nos responsabilités avec des contrôles. Ça ne suffit pas. Il n'y a rien qui permette aujourd'hui de dire aux enseignants aujourd'hui, vous allez travailler en sécurité. Nous devenons de plus en plus des cibles, et c'est quelque chose d'insupportable. Et pour vous, rien n'a changé en 3 ans, justement, depuis le meurtre d'Agnès Lassalle ? Écoutez, rien n'a changé. Après Agnès Lassalle, il y a eu un autre meurtre, c'était celui de Dominique Bernard. Ensuite, c'était Mélanie. Ensuite, il y a eu cette tentative d'homicide sur notre collègue. Et je ne parle pas de ces dizaines, ces centaines de cas anonymes de collègues qui ont été visés par des menaces, par des coups, par des tentatives de meurtre. Donc voilà, on est dans une situation où, si vous voulez, on ne peut pas dire voilà, c'est un acte isolé. On est face à un problème de société d'une telle ampleur qu'aujourd'hui, les collègues, pour beaucoup, vont au travail la peur au ventre. C'est totalement inadmissible. Oui. Cette violence, elle est le fait d'élèves de plus en plus jeunes, on ne cesse de le répéter également. Comment on en est arrivé là, de votre point de vue, pour vous qui suivez justement toutes ces affaires ? Moi, je comprends ce que dit monsieur. C'est vrai que c'est une vraie question sociétale, mais qui concerne plusieurs sujets, à la fois la santé mentale, mais aussi
la qualité, sans remettre en cause la qualité des enseignants, hein, c'est pas le sujet, mais la qualité de l'école, c'est-à-dire quel rôle joue l'école, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes finalement de motivation des élèves, un certain nombre d'enfants, alors je parle pas ou de jeunes, je parle pas de ce cas-là en l'espèce, hein, mais de façon beaucoup plus générale, qui sont un peu laissés pour compte, qui ne trouvent pas leur voix, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Et il y a cet accès facile aux armes blanches notamment, qui font qu'on est sur des passages à l'acte aussi peut-être. Oui, mais vous savez, les accès aux armes blanches, ça a toujours existé. Hein. Ouais. Je veux dire, prendre un couteau dans un tiroir de cuisine, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Comme l'a dit monsieur, il a tout à fait raison. La question, c'est pas de l'arme blanche en elle-même, c'est celui qui détient cette arme blanche, c'est celui qui va penser à utiliser cette arme blanche. Il y a quelques années, sans dire qu'avant c'était mieux parce qu'il y avait d'autres problématiques, mais c'est vrai que la jeunesse a été moins portée à prendre des armes blanches et à les utiliser. Donc, si vous voulez, il faut reprendre le sujet. Alors, bien entendu, il y a toujours la question des sanctions qui se posent, mais il y a aussi la question d'arriver à la source du problème. Et la source du problème, je pense qu'effectivement, il y a la question de la santé mentale, mais qui peut être une conséquence aussi, la santé mentale. Quand on parle de harcèlement, est-ce que le harcèlement est bien pris en considération ? Est-ce qu'il est tout de suite... Toute la prévention. Toute la prévention, l'écoute que tous les élèves soient entendus. Toujours la question, finalement, d'une formation en amont, peut-être de toute la question, moi, que je répète souvent, la question des cours d'empathie. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, moi quand je dis à un client, mais voilà, imagine que la personne à qui tu t'adresses, avec qui tu es violent ou vous êtes violent, c'était ta sœur, c'était ton frère. Je veux dire, le regard change. Ouais. Le regard change quand en fait on essaye d'expliquer finalement qu'il faut faire preuve d'un peu plus de compréhension vis-à-vis de l'autre et puis d'être... cette vraie question de l'empathie, c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que la série Adolescence au Royaume-Uni avait mis en lumière justement ces questions de la santé mentale des jeunes et de la prise en charge de leur mal-être éventuel quand ils passaient à l'acte. En l'occurrence, on va retourner à Pau, rejoindre Valentine Arama pour savoir, puisqu'on a parlé, Valentine, aussi de l'excuse, entre guillemets, de minorité, puisqu'il avait 16 ans au moment des faits. Qu'est-ce qu'il encourt exactement, cet ancien élève de Agnès Lassalle ? Eh bien, écoutez, Flore, il encourt actuellement 20 ans de réclusion criminelle. Ça, c'est si l'excuse de minorité est, si je puis dire, maintenue. Si cette excuse est levée, et ça peut être demandé par une des parties, notamment par les avocats de la partie civile, eh bien, alors l'accusé encourrait 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Parce qu'en France, on ne condamne jamais un mineur à la perpétuité. Bien que dans ce cas, un assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, normalement, pour un adulte, c'est la perpétuité, la réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue. Donc dans le cas présent, c'est 20 ans de réclusion encourue, 30 si l'excuse de minorité est levée. Je note juste ce point, et ça vaut pour tous les accusés mineurs, normalement, et c'est vrai qu'en France, on fait souvent primer l'éducatif sur le carcéral, plutôt que de faire avoir un dispositif carcéral pour ces mineurs dont on espère qu'ils vont pouvoir sortir et puis réapprendre des choses. À noter simplement que ce détenu... Merci beaucoup Valentine Arama.